Découvrez NutriTV, la première plateforme vidéo dédiée à la santé intégrative, à la prévention et à la nutraceutique. Des masterclass exclusives animées par des experts reconnus, des émissions et reportages pour mieux comprendre votre corps et les avancées scientifiques. Micronutrition, actifs de santé naturelle, techniques de bien-être. NutriTV, c'est aussi des entretiens inspirants avec des personnalités visionnaires et engagées. Un accès illimité pour seulement 7,99 € par mois. Apprenez, inspirez-vous et enrichissez vos connaissances pour une meilleure santé. Abonnez-vous sur www.nutritv.fr. Cette émission vous est présentée par Nutrilogix, laboratoire engagé auprès des professionnels de santé. Nutrilogix offre des solutions naturelles, innovantes et durables pour que chacun vive en pleine santé et en équilibre dans son environnement. Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio. Dans l'équipe. Bonjour Stéphane. Bonjour Fabrice. Stéphane Résimon sur Nutri Radio, on est content comme chaque jeudi de vous avoir. Et en plus aujourd'hui on est en présentiel. Exactement. Alors ça c'est cool parce que à chaque fois vous êtes avec une connexion. Je peux te voir, je peux presque te palper. Ouais, c'est vrai, là il se passe un truc. Là voilà. Il se passe quelque chose. Une grande histoire d'amour est en train de naître. Mais on devait se rencontrer, c'est sûr, une histoire d'amour en tout cas entre vous et votre communauté. Ouais. Ça c'est depuis longtemps et puis plein de gens qui vous découvrent aussi, on reçoit plein de messages. Voilà, Stéphane Résimon, c'est incroyable ce qu'il dit. Mais non mais c'est vrai que vous dites les choses. Je suis cash. Et donc, merci à vous. On remercie notre partenaire. En plus, ils sont là, parce que là, on profite pour enregistrer cette émission, toujours dans les conditions du direct. Mais là, on en profite pour le faire lors d'un événement qui est le congrès du microbiome. Et le partenaire de cette émission, Nutrilogix, est aussi co-organisateur de cet événement. Donc ils sont un peu partout en ce moment, on entend parler d'eux et donc on les remercie. C'est un groupement de professionnels de santé qui fabrique aussi des compléments alimentaires, donc tout est vraiment dans les études pour sortir les meilleurs produits possibles. Merci à eux. Et disons qu'on a une équipe de scientifiques, on bosse je crois pas mal, on bosse sérieusement, on bosse avec la science et dans l'équipe il y a des gens géniaux comme Une Gasmi, il y a Chris Boyer, il y a le docteur Kroutom également. On a Aurélien Nunez qui rejoint l'équipe ponctuellement, Guénella Biguel, donc c'est tous des gens qui sont hyper pointus dans leur domaine et on profite de l'expérience et de leur connaissance pour formuler des choses un peu hors normes. Alors on va parler évidemment avec vous, on adore parler d'hormonologie parce que c'est un sujet que beaucoup découvrent. C'est vrai, et la manière dont vous en parlez, en plus vous expérimentez vous-même depuis longtemps et on a déjà eu l'occasion d'y revenir dans des émissions. Si vous venez d'arriver, je vous invite à refaire les podcasts. Et aujourd'hui, on a parlé d'ailleurs d'hormones bioidentiques en vérité, mais je voulais qu'on parle peut-être de diagnostic et d'individualisation parce qu'on est de plus en plus dans une médecine personnalisée. Et donc, la première question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi les dosages hormonaux ils sont si mal interprétés aujourd'hui ? Pourquoi les dosages hormonaux ils sont si mal interprétés? Ah oui, alors c'est complexe, c'est-à-dire qu'il ne faut certainement pas croire qu'en faisant une prise de sang, en dosant le niveau de telle et telle hormone, on va pouvoir faire un diagnostic et donner un dosage, un traitement. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il faut, moi je dis toujours, quand on m'envoie des biologies du monde, enfin je ne vais pas dire du monde entier, mais presque chaque semaine, quasi tous les jours, on me demande vous pensez quoi de ma biologie et je dis j'en pense strictement rien. Je pourrais en penser quelque chose lorsque j'aurais pu vous poser 10, 20, 30, 40 questions. Parce qu'une biologie, un taux sanguin l'interprétation dépend de ce que le patient ressent, des problèmes qu'il a. Et donc c'est pas du tout une recette de cuisine et c'est pour ça que c'est très individuel. Je peux avoir chez une femme du même âge, 38 ans, des taux d'hormones féminines à un certain niveau et en fonction de ce qu'elles vont me raconter les deux dames, je vais donner un traitement qui sera complètement différent et je tirerai des conclusions complètement différentes. Excusez-moi, j'ai pris un... En plus, vous m'avez vu en train de noter et vous avez arrêté votre phrase. Vous me laissez vraiment dans j'ai terminé ma phrase. Okay, alors, question d'interprétation, mais ça, ça laisse finalement imaginer beaucoup de choses. Et nous, en tant que patients, on peut se dire, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a le mauvais interprète qui met en musique nos analyses. C'est le gros problème, c'est que imaginons un médecin traitant qui a eu sa formation d'hormonaux à l'UNIF comme tout le monde. Il dit à la patiente, écoutez, la patiente lui dit, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai une baisse de libido. Il va faire une prise de sang dosée sur hormones féminines pour voir si elle n'en manque pas. Le problème, c'est que la prise de sang doit être à un jour très précis du cycle, qu'elle doit apprendre à repérer, et c'est 7 jours après l'ovulation, et elle va se baser sur des méthodes d'observation pour faire sa prise de sang au bon moment, et il suffit que sa prise de sang soit faite 2 jours trop tard, 2 jours trop tôt, on ne peut absolument rien tirer de la prise de sang. Et pour les hommes ?
Pour les hommes, c'est beaucoup plus facile. Mais les hommes sont beaucoup plus simples que les Non, mais femmes. les hommes, c'est-à-dire qu'une interprétation de bilan sanguin pour les hommes, ça parle plus qu'une femme ? Oui, mais alors je donne un exemple. On va doser la testo chez l'homme, disant que l'homme se plaint d'avoir des bouffées de chaleur, il n'a plus d'érection le matin, il a moins de libido, il se fait marcher sur les pieds par ses collègues au boulot, donc il devient un peu mou du cerveau, je dirais. Moi, c'est un terme que j'ai inventé, mais on le reprend. Eh bien, en fait... Parce qu'on connaissait mou du genou, on ne connaissait pas mou du cerveau. Ça peut dépendre d'une testostérone trop basse, mais imaginons que cet homme a une testostérone, il fait 80 kg, 1m80, il a 8000 en testostérone, on va dire c'est parfait. Eh bien, pas du tout. Il faut qu'on ait le dosage d'hydrotestostérone, dont le métabolite s'appelle l'androstenediolglucuronide, pour connaître son interprétation en testostérone. C'est une testostérone qui est 10 fois plus efficace que la testo, et s'il ne fait pas assez de cette d'hydrotesto, eh bien, il peut avoir tous les symptômes de manque de testo. Or, on mesure la testo, elle est normale. Alors attendez, là il faut que vous répétiez cela plus lentement. En gros, la testo, parce que là vous êtes parti sur un sujet. Je sens que ça vous anime. Je vous sens une lumière dans vos yeux. C'est quelque chose. Mais c'est très important. Voilà. En fait, le problème, c'est que l'hormonologie, c'est vraiment une science. Il faut vraiment être formé. Et si le médecin traitant ou le médecin X ou le thérapeute dose une testo chez un homme qui a des plaintes de type manque de testo, et s'il tombe sur une testo normale dans le sang, c'est pas gagné. Parce que ce patient-là peut avoir un manque de transformation de la testo en dihydrotesto via une enzyme qu'on appelle la 5-alpha réductase. Et s'il n'a pas assez d'hydrotesto, il a tous les symptômes de manque de testo, et c'est pas de la testo qu'il faut lui donner, c'est de la dihydrotestostérone. Ouais, ça c'est, vous voyez mesdames, messieurs, c'est pour ça que docteur Stéphane Résimon il est sur Nutri Radio, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est venu, qu'on a fait ces kilomètres. Mais non, mais c'est vrai, on veut entendre ça sur Nutri Radio. Je peux donner un autre exemple ? Oui. Alors, imaginons la thyroïde envoyée dans le sang une hormone inactive, la T4. Beaucoup de médecins dosent la TSH, qui stimule la thyroïde, et dosent la T4. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est la T3, la T4 qui vient T3 qui doit être dosée. Et ça, il faut le savoir en suivant des formations et en étant hormonologue, en fait. Mais est-ce que, dans un sujet qui est peut-être pas directement lié, mais le prédiabète par exemple, ça peut jouer aussi un lien sur le manque de désir, sur ou pas du tout, ça n'a rien à voir. Non. La résistance à l'insuline, prédiabète type 2, non. S'il y a vraiment un diabète type 2 inclus, où là on va glyquer, on va coller du sucre sur les protéines, on a moins d'érection parce qu'on bouche les artères, même l'artère pénienne. On peut avoir également moins de désir parce qu'au niveau cérébral, la circulation sanguine se fait moins bien, mais c'est un rapport très 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 lointain. D'accord, mais donc ça veut dire que pour des mêmes symptômes, il peut y avoir des deux choses complètement différentes, et c'est ça la santé. Et la médecine, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut une bagnole avec de l'eau, l'huile, l'essence, un bon mécano, on y arrive. Un être humain, il faut doser 1000 paramètres et poser 500 questions aux patients. Oui, c'est pour ça qu'on a fait Nutri Radio, qu'on fait Nutri TV, qu'il y a tous ces congrès, que parfois même c'est difficile de s'y retrouver parce que chaque médecin va donner son avis et parfois, même si l'avis est bon, c'est le diagnostic qui n'est pas bon. C'est pour ça que c'est aux patients d'aller chercher aussi l'info le plus loin possible et ça peut être un parcours du combattant. Oui, alors par exemple ici on a un congrès consacré au biote intestinal, microbiome 360, consacré surtout au SIBO, Small Intestinal Bacterial Growth, donc prolifération bactérienne dans le grêle. Et bien il faut savoir qu'un patient qui a mal au ventre, qui a des crampes ou des ballonnements, ça peut être un cancer du côlon, ça peut être une maladie de Crohn, ça peut être une dysbiose du côlon, ça peut être un SIBO de l'intestin grêle, ça peut être plein de choses. Et donc, si on fait faire une coloscopie ou une gastroscopie à ce patient, et on lui dit tout va bien, il n'y a rien à vos intestins, eh bien c'est un faux diagnostic. Il y a quelque chose, mais on n'a pas fait le test qu'il fallait. Alors, pendant que quelqu'un éternue en toute discrétion derrière nous, merci pour ces éternuements, c'était discret. Non, mais il s'est lâché au niveau des orthos, mais ça arrive, c'est ça la santé, on se laisse aller. Comme j'ai pas mieux à dire, on va marquer une toute petite pause. Ok, merci. Et on se retrouve dans un instant sur Nutri Radio. Vous êtes passionné de santé, professionnel ou simplement acteur de votre bien-être? Découvrez Nutrilogix. Notre vision, être une référence en santé naturelle et innovante. Notre mission, offrir à chacun des solutions accessibles et durables pour vivre en pleine santé et en équilibre avec son environnement. Parce que la santé de demain se construit aujourd'hui. Nutrilogix, révolutionnons la santé. Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio. Stéphane Résimon sur Nutri Radio. Alors on rigole de ce qui s'est passé avant la pause parce qu'il y a quelqu'un qui est venu éternuer, mais juste derrière le micro. Il s'est dit bah tiens, si j'allais éternuer vraiment là.
Ouais, c'est ça, les conditions du direct. Moi j'aime ça, ce qui est imprévu aussi, c'est bien. Vous pouvez prendre le micro. Alors du coup, Stéphane Résimon, il en a lâché son micro. On va reprendre. Mais qu'est-ce que vous pensez? Parce que vous savez, vous qui êtes sur leur monologie à fond, il y a une petite voix qui remonte à la surface chez nous. On a beaucoup de messages sur, et particulièrement depuis que vous êtes là, c'est pas mal. Je laisse un petit blanc. Vous savez que j'ai petite. Excusez-moi, chers auditeurs, je m'adresse à vous, chers auditeurs. Là. À l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure où tous les gens sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, on a l'impression que c'est tous des génies, des articles, tous des rédacteurs hors pair, où d'un seul coup, des gens pondent 4 articles par jour. On se dit, mais qu'est-ce qui leur prend? Quelle mouche les a piqués? On est tous devenus super intelligents. Et en vérité, on est quand même dans un monde où c'est l'IA qui parle à l'IA. Et donc, sur Nutri Radio, là, ce que je vais faire maintenant, tout de suite, c'est un petit blanc. Histoire de montrer que nous, on n'est pas forcément parfait, mais qu'on reste dans l'authenticité. Ça, c'est important, Stéphane. Donc là, qu'est-ce qu'on peut se raconter? Se raconter. Voilà. On revient à notre sujet. Donc, je disais, une petite voix qui monte sur les endocrinologues. Oui. Certains disent, mais ils comprennent rien. Moi, j'ai dit ça et ils me disent le contraire. Ils me disent pourquoi. J'ai l'impression que le fossé se creuse entre vous, quand je dis vous, les médecins fonctionnels, les gens qui hormonologues et les endocrinologues. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, j'ai bénéficié de stages endocrino quand j'étais en formation comme médecin, donc quand j'étais, comme on dit en France, externe. Et j'adorais l'endocrino, vraiment. Mais je me rends compte que les endocrinos sont de superbes diabétologues type 1. Et ici, le diabète type 2, il donne des médocs comme la metformine ou autre pour maintenir une glycémie basse. Mais il ne cherche pas à guérir le patient de son prédiabète type 2 sur diabète type 2. Ce n'est pas dans leur gène. En fonctionnel, on guérit nos diabétiques type 2, si le patient le veut bien. Les endocrinologues, soit on va avoir une insuffisance rénale, donc surrénalienne totale, soit on va avoir une hypercortisolémie, maladie de Cushing, mais entre ces deux pathologies, il y a des tas de nuances de gris. Et nous, en hormonaux, on s'intéresse aux nuances de gris. En fait, il y a un petit déficit en cortisol, un plus gros, qui peut avoir des symptômes. L'hypothyroïdie, c'est pas soit blanc, soit noir. Il y a des hypothyroïdies intermédiaires, et on va adapter nos traitements en fonction du stade de l'hypothyroïdie. Ça peut être de la micronute, ça peut être des extraits glandulaires, ça peut être de l'hormonologie. Mais il y a des endocrinologues géniaux. J'ai des endocrinologues qui viennent m'écouter à mes conférences et qui changent leur pratique après. Donc je n'ai rien contre les endocrinologues. Ah non, en fait, le but c'est parce qu'on respecte vraiment toutes les professions de santé. Exactement. Parce que c'est dur. C'est pas ça. Le truc c'est que comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a plein de chemins possibles. Oui. Il ne faudrait pas que le fossé se creuse et au contraire, il faut que le dialogue s'établisse, que les passerelles soient bien fonctionnelles pour le coup et que le patient soit au bénéfice de tout ça. Parce que parfois, même les patients ils vont prendre plusieurs avis, du coup les spécialistes ils se vexent un petit peu. C'est pas évident quand même. Encore la semaine passée, j'ai envoyé en endocrino pédiatrique un gosse qui avait arrêté de grandir, qui a un déficit en IGF-1. Donc je collabore avec les endocrinos. Donc il n'y a pas de c'est pas l'un ou l'autre, mais on aimerait bien en tout cas avoir une émission. Tiens, si vous connaissez un endocrinologue et qu'il veuille venir dans cette émission pour qu'on puisse échanger, parce que toujours l'idée c'est d'avancer, d'échanger et de vraiment bâtir des passerelles et pas des murs entre les gens. Hein. On est un peu l'open space de tout ça. Je suis pour. On devrait faire ça. Et si on revient à notre sujet du jour, pardonnez-moi pour cette petite digression, mais il y a beaucoup de mails qui nous viennent en ce sens, des patients qui sont un peu perdus justement entre deux spécialistes et c'est pas évident parce qu'on n'a pas envie de contredire son médecin. Non. Et donc parfois on va même voir un autre médecin en cachette. Tout à fait. Donc l'idée c'est de toujours rétablir ces portes de dialogue pour une meilleure prise en charge du patient. Qu'est-ce que signifie, puisqu'il y a plusieurs lectures, plusieurs interprétations d'un bilan hormonal, qu'est-ce que signifie donc un déséquilibre hormonal subclinique? Alors, on parle par exemple d'hypothyroïdie subclinique, c'est-à-dire qu'au niveau de la biologie, le patient est dans la norme. La TSH est dans la norme, la T4 est dans la norme, la T3 est dans la norme. Et le patient portant des symptômes d'hypothyroïdie. Par exemple, je pourrais donner d'autres exemples. Et en fait, il faut savoir que quand on dose un taux sanguin hormonal, on n'a absolument aucune idée de ce que l'hormone va communiquer à la cellule via ses récepteurs. Les récepteurs peuvent mal fonctionner, être dysfonctionnels, ne pas être assez nombreux et donc pas avoir un taux de DHA dans le sang ou de testo parfait. Et malheureusement, les récepteurs ne communiquent pas le message à la cellule et les patients les symptômes. Et donc, il faut vraiment
Et là, c'est là que la clinique, les symptômes évoqués par le patient sont importants. Parce qu'on peut débloquer ce récepteur. Parce qu'il manque d'oméga 3 le patient, parce qu'il y a une dysbiose qui envoie des cytokines bloquer les récepteurs. Et donc, il ne faut pas s'arrêter à un dosage hormonal. Il faut également voir l'effet sur la clinique du patient. Très bien, on va revenir sur, alors, évidemment, toutes ces informations, mesdames, messieurs, ne se substituent pas à une visite chez le médecin, un avis médical. Au contraire, vous l'avez compris, on vous pousse à aller chez le médecin, à aller voir votre spécialiste et lui demander les bons bilans, discuter avec lui, décrire le plus précisément vos symptômes. Et donc, les informations données ne se substituent pas ni à un avis médical, ni à un traitement. Consultez votre spécialiste. Mais quels bilans hormonaux, vous l'avez dit tout à l'heure, mais si on peut revenir un petit peu, peut-être plus lentement, sont pertinents selon l'âge et le sexe? Alors de plus en plus, on se dit que les taux hormonaux que l'on a à 20 ans devraient être maintenus jusqu'à la fin de la vie, jusqu'au cimetière. Sauf, par exemple, les hormones féminines, où là, on tolère une baisse, donc des taux moins élevés après la ménopause. Ce qui est logique parce qu'il faut un certain niveau d'œstrogène pour être fertile, il faut un certain niveau de progestérone pour être fertile, et après la ménopause, le problème ne se pose plus de la fertilité puisqu'il n'y a plus d'ovocytes. Et donc là, on tolère des taux sanguins plus bas qu'en pré- et en post-ménopause. Mais en gros, la DHEA, la testo, le cortisol, les hormones thyroïdiennes, qu'on ait 20 ans, 40 ans, 60, 80 ou 100 ans, les taux doivent rester constants. Et alors, il y avait les labos, donc la colonne de droite de référence, ils ajustaient leur taux de référence en fonction de l'âge. Et ça, nous, on ne fait plus ça. Il faut que ça reste constant, indépendamment de l'âge. Et ça, c'est aussi un message à faire passer parce qu'on a tendance à se dire, ok, ça décline, c'est normal, vous avez tel âge, c'est normal que ce soit là, et quand vous serez mort, il n'y aura plus rien. En gros, c'est un peu ça l'idée. Exactement. Donc là, non, pas du tout. Il faut que ça se maintienne. Est-ce qu'on peut mesurer, dernière question, l'impact du stress chronique sur les hormones ? Oui, tout à fait. On sait qu'à chaque coup de stress, on a une hausse des catécholamines surrénaliennes, noradrénaline, adrénaline, qui fait qu'on est énervé, stressé, la tension monte, le cœur bat plus vite, on est à l'attaque quand on est stressé. Et puis par après, si le stress se prolonge, on va avoir des hausses de cortisol dans le sang. La surrénale va envoyer du cortisol pour amener du sucre, du glucose, pour combattre une source d'énergie pour combattre le stress. Et savoir que quand le cortisol monte dans le sang, la DHA monte également. Et puis à un moment donné, si le stress dure des semaines, des mois, à un moment donné, la surrénale va s'épuiser. Et on va avoir une chute de la DHA du cortisol par épuisement. Et là, on est en pré-burnout, voire en burnout. Mais certains burn-out, au niveau des taux sanguins ou des taux salivaires, on peut avoir des taux de cortisol normal. C'est simplement la réponse de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien qui ne se fait plus. Donc le corps n'arrive plus à répondre au stress, même si les taux sanguins sont bons. On n'arrive plus à avoir la hausse du cortisol nécessaire pour ne pas être en burn-out, tout simplement. Merci beaucoup Stéphane. Avec c'est plaisir. toujours très intéressant. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas parce que avoir un spécialiste, quelqu'un qui maîtrise bien l'hormonologie, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médecins aussi qui n'osent pas y aller. Quand vous parlez d'hormono, ils disent non, pas du tout, surtout faut pas éviter, cancérigène, machin, tout ça. Je dis pas que c'est pas vrai, mais alors évidemment, je suis personne pour dire que c'est pas vrai. S'il le dit, c'est que c'est vrai, mais c'est surtout une question, à mon avis, donc de dosage, de connaissance. Exactement. C'est un peu comme tout. Donc si on a le bon savoir, le bon dosage. Et les médecins qui ne connaissent pas, ils préfèrent dire non, ne prenez pas parce que ça peut être dangereux, ce qui aussi est tout à leur honneur parce que ça veut dire qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne vont pas donner quelque chose. Mais alors qu'ils disent qu'ils ne connaissent pas, parce que si les hormones, par exemple les hormones, la testo ou les hormones féminines donnaient des cancers du sein, de la prostate, le cancer serait plus fréquent chez les petits jeunes de 20-25 ans qui en ont tout plein et pas chez les plus vieux qui ont 50, 60, 70 ans. Or c'est l'inverse qu'on voit. C'est pour ça que c'est important de lancer le débat, de lancer la conversation, de toujours d'alimenter tout ça parce que, encore une fois, le patient, déjà les médecins, eux, ils ont leurs croyances, leurs certitudes et ils ne peuvent pas tout faire. Il faut se former, il faut s'informer, c'est pas évident. Les médecins généralistes aujourd'hui sont sous pression, ils n'ont pas beaucoup de temps. Et puis les spécialistes comme vous, qui vont plus loin que le cursus normal, quand on leur dit ouais mais il dit n'importe quoi, forcément c'est un petit peu énervant. Et heureusement que le retour patient est bon. Mais donc rapprochez-vous vraiment de votre médecin, votre spécialiste, n'hésitez pas à faire plusieurs consultations pour avoir le bon diagnostic. Bien évidemment, si vous avez donc des questions, je finis cette petite phrase qui a duré 3 heures. Rendez-vous sur le site nutriradio.fr dans la partie contact en précisant santé 360. Et si vous voulez participer aussi à cette émission, vous envoyez un message en laissant votre numéro de téléphone. Pourquoi pas poser vos questions sur antenne ou laisser une petite note vocale. Ça, on est très friand de tout cela également. Cette émission, elle est dispo en podcast tout de suite sur nutriradio.fr et on va se retrouver la semaine prochaine avec le docteur Stéphane Résimon. Au revoir docteur. Au revoir.
Santé 360, Stéphane Résimon sur Nutri Radio.